Lanzarote, dans les îles Canaries, est l'un des endroits sur Terre qui se rapproche le plus de la planète Mars. Pour cette raison, elle est devenue un terrain d'entraînement privilégié pour former les astronautes à des missions spatiales lointaines. Mais ces missions du futur naissent d'abord dans la Station spatiale internationale. Dans l'ISS, les astronautes, en lien avec les laboratoires du monde entier, œuvrent pour trouver des solutions à de tels voyages. Adaptation de l'homme dans l'espace, recyclage et autonomie absolue, propulsion, robotique, nouveaux matériaux. Pendant 196 jours, la mission 5051, composée d'Oleg Novitsky, Peggy Whitson et Thomas Pesquet, a participé à cette quête. 196 jours entre la Station spatiale internationale et les laboratoires terrestres pour saisir ce qu'implique un tel voyage. Mars est à la fois si loin et si proche. Novembre 2016. Il fait moins 28 degrés sur le cosmodrome de Baïkonour. La fusée s'avance vers son pas de tir. Rien de plus commun dans la vie spatiale. Le lanceur Soyouz s'apprête à effectuer son 1922e vol. Pour l'équipage international, c'est l'aboutissement d'un long chemin. Après 2 ans et demi d'entraînement intense, ils vont bientôt prendre place dans la petite capsule située à 40 mètres du sol. Ce sont leurs derniers instants sur Terre, les moments où l'appréhension se réfugie derrière la concentration. L'Américaine Peggy Whitson, le Russe Oleg Novitsky et le Français Thomas Pesquet partent enfin vers la Station spatiale internationale. 17 novembre 2016. 21h20 exactement. La fusée Soyouz s'arrache du sol. 1000 tonnes de carburant, 20 millions de chevaux. Les 8 minutes de poussée sont prodigieuses. Durant les 520 secondes qui suivent le décollage, tout n'est que tension et attente. Ces instants-là sont les plus dangereux. Rapidement, la Terre s'arrondit. Les différents étages du lanceur propulsent la capsule à 28 000 km/h, sa vitesse orbitale. La mise en orbite est un premier soulagement. En temps normal, la capsule rejoint alors la station en 6 heures. Après 30 révolutions autour de la Terre, 52 heures d'ennui et de courbatures, l'ISS apparaît. Et la capsule s'y amarre. L'émotion gagne le centre de contrôle de Moscou. Ouverture du sas et entrée de Peggy, Thomas et Oleg. Ils sont accueillis par les 3 astronautes arrivés un mois plus tôt. Depuis plus de 16 ans, cet immense vaisseau est occupé en permanence. C'est ici, à seulement 400 km de la Terre, que se préparent les missions interplanétaires du futur. L'ISS est un labyrinthe de 110 mètres de longueur,
et de 900 mètres cubes utilisables, où tout est ordonné de façon à la fois précise et complexe. Un labyrinthe froid, technologique, où l'impesanteur abolit les notions de haut et de bas. Il faut donc rapidement apprendre à s'y orienter et à y évoluer. Mais ce n'est pas si simple. Environ 30% des astronautes ont le mal de l'espace lors des premiers jours. Maux de tête, vomissements. Conséquence de la désorientation du système vestibulaire. Il ne s'agit là que de l'inconfort, désormais connu, des premiers jours en impesanteur. Mais depuis les tout premiers vols spatiaux, aussi courts soient-ils, la question de la physiologie de l'homme dans l'espace est centrale. À Moscou, à l'ombre des héros, se trouve l'Institut spatial pour les problèmes biomédicaux, l'IBMP. Depuis 55 ans, l'IBMP scrute le corps de ceux qui vont dans l'espace. Sur ses murs, une figure, Ada Kotovskaya. Elle a travaillé sur les premiers animaux envoyés en orbite, avant d'être le médecin personnel de Yuri Gagarin et des premiers cosmonautes. À 90 ans passés, elle règne encore en maître sur l'institution. C'est dans les années 40 du siècle passé que j'ai dû lire dans une revue allemande un article disant que la vie dans l'espace était impossible pour l'homme et qu'il en serait toujours ainsi. Pourquoi? Parce qu'en impesanteur, le sang n'aurait plus de poids et le cœur cesserait de battre. Et puis, il y a eu le vol de Gagarine. Le vol de Gagarine fut trop court pour mesurer les effets néfastes de l'impesanteur sur son organisme. Mais les suivants furent essentiels. Qu'est-ce qu'on a vu? Que durant le vol, tout allait bien. Mais qu'une fois redescendus sur Terre, ils ne pouvaient plus se tenir debout. Que fallait-il en déduire? Que l'homme est fait pour marcher sur Terre et que l'impesanteur est un milieu hostile pour lui. Dans les stations Salyut et Mir, les cosmonautes soviétiques sont les premiers à effectuer de longs séjours dans l'espace. Ils servent de cobayes. On observe leur dégradation physiologique. On développe des contre-mesures comme la pratique du sport plusieurs heures par jour, programme encore en vigueur dans l'ISS. Car l'homme n'est pas adapté à l'espace. Son anatomie, son métabolisme sont façonnés par la gravité terrestre. En son absence, le sang quitte la partie basse du corps, gagne la partie supérieure et crée ainsi une surpression artérielle dommageable pour les organes. Aujourd'hui, ce phénomène est un frein à des séjours de très longue durée, comme le sera un voyage vers Mars. Depuis plusieurs années, Philippe Arbeil dirige des programmes de recherche au sein du MEDES, l'Institut de médecine et de physiologie spatiale. Les volontaires sont allongés dans des baignoires remplies d'eau, protégés par une toile imperméable. C'est l'immersion sèche, seule technique connue pour étudier les effets de la microgravité depuis la Terre. C'est un bon moyen de simuler les effets de la microgravité sur le transfert liquidien pendant les 3 premières heures. On a pleinement l'image de ce qui se passe dans l'espace. On a une stagnation vasculaire, on a des problèmes au niveau cérébral, on a des problèmes au niveau oculaire, partout. Ça montre quand même qu'il y a des phénomènes néfastes qui peuvent exister suite à la montée des fluides vers la partie haute du corps, ce qui se passe en microgravité. Mais entre-temps, on s'est aperçu qu'en dehors du transfert liquidien, il y avait un vieillissement des parois artérielles qui se produisait. En 6 mois, il est l'équivalent de 30 ans chez un sujet normal sur Terre. Donc, quand on a raconté ça aux astronautes de la NASA, ils n'ont pas souri du tout.
Déjà, ce n'est pas des grands rigolos, mais ils nous ont dit c'est quand même très embêtant parce que 6 mois, bon, on récupère, mais après, au-delà, on ne sait pas si c'est réversible. Donc on a ce problème aigu qui n'est pas solutionné du tout, parce que pour l'instant, il n'y a pas de contre-mesure. Donc pour l'instant, on n'est pas capable d'envoyer un homme sur Mars, sans prendre des risques majeurs sur la paroi artérielle. Mais il existe un moyen de s'opposer aux effets de l'impesanteur. Un moyen imparable, aussi ancien que l'idée même d'envoyer un homme dans l'espace. L'Institut spatial des problèmes biomédicaux de Moscou y travaille. Dasha, vous êtes prête? On va commencer à faire tourner. Dima, on y va. Milena Kolotieva dirige les travaux sur la centrifugeuse à rayons courts, dont les bienfaits sont étudiés par toutes les agences spatiales. Dasha, la force sur vos jambes dépasse légèrement 0,5 G, donc la moitié de la gravité terrestre. Presque comme sur la Lune. Dasha, pédalez un peu plus. Voilà, très bien. En fonction de sa vitesse de rotation, ce prototype permet de recréer une gravité artificielle plus ou moins importante. La force centrifuge ainsi générée renvoie le sang dans les membres inférieurs du corps de l'astronaute. Un appareil de ce type va être indispensable à bord d'un vaisseau interplanétaire ou d'une station spatiale. Cette force de gravitation que nous voulons créer lors de vols de très longue durée permettra au corps humain et à ses systèmes physiologiques de ne pas se déshabituer de l'attraction terrestre. Ces exercices dans la centrifugeuse ne prendront qu'1 heure par jour, disons 2 fois par semaine. Donc ça ne devrait pas être trop contraignant pour les astronautes. Aujourd'hui, les modèles existants sont trop volumineux, trop lourds pour quitter le cadre du laboratoire. Mais à l'abri des regards, chaque agence spatiale développe en ce moment une centrifugeuse à rayons courts pouvant rentrer dans un module de vaisseau spatial. Cela fait désormais 1 mois que Thomas Pesquet, Peggy Whitson et Oleg Novitsky sont à bord de l'ISS. Le soleil se lève toutes les 90 minutes, mais le temps s'écoule au rythme d'une journée terrestre. 8 heures de sommeil, 8 heures d'activités diverses, 8 heures de travail sur les expériences. Autrement dit, la routine. Les expériences, l'entretien et la maintenance de la station structurent la vie des astronautes, qui doivent vivre ensemble pendant plusieurs mois, tout partager, dans cet espace restreint, aseptisé, froid. Il faut composer avec la promiscuité, les divergences d'avis, les différences culturelles. Il faut faire en sorte que tout se passe toujours bien, que chacun se sente à l'aise. On ne s'en rend pas compte à Terre, mais une mission spatiale de longue durée est un monde en soi, replié sur lui-même. Mais qu'en pense Gennady Padalka? Padalka est considéré comme un extraterrestre, même par le milieu des astronautes, une véritable légende, un homme à part, l'homme qui a vécu le plus longtemps dans l'espace. En 5 missions, il cumule 879 jours d'impesanteur, 2 ans et demi, soit la durée probable d'une mission vers Mars. L'homme pourra-t-il jamais vivre et travailler dans l'espace? Aujourd'hui, avec 50 ans de recul et une grande expérience, chaque vol permet d'en apprendre un peu plus. Il est à chaque fois plus facile de s'adapter à l'impesanteur. L'organisme a acquis une certaine résistance à ce milieu agressif qu'est l'espace. Mais à mon avis, le problème le plus important lors d'un vol spatial, c'est celui de la compatibilité psychologique des membres de l'équipage. Dès la fin des années 60,
Les Soviétiques se lancent dans la construction d'une station orbitale. Les Américains ne sont restés que quelques jours sur la Lune. Eux veulent vivre et travailler dans l'espace de façon permanente. Ils identifient l'incompatibilité psychologique comme le pire ennemi des équipages des vols de longue durée. Une expérience d'isolement, l'une des plus méconnues de l'histoire spatiale, l'une des plus atroces aussi, les avait déjà renseignés. C'était un cauchemar. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'est réellement l'isolement. Cette expérience eut lieu ici en 1967. Andrei Bochko était l'un des 3 cobayes. Pendant 1 an, Andrei Bochko, German Manovtsev et Boris Oulibichev vivent dans ce cachot de 12 mètres carrés. Ils sont auscultés, observés, filmés en permanence. Volontaires sans véritable sélection, rien ne les prédisposait à cette expérience. Ils ont entrevu l'enfer. Dans cette pièce, tout s'était accumulé. Ils n'évacuaient que l'acide carbonique, mais pas le méthane, ni les excréments. Or, un individu émet beaucoup de sécrétions. La pièce n'avait jamais été aérée. Et quand ils y ont fait entrer les 3 médecins, au bout d'1 an, l'atmosphère était tellement irrespirable qu'ils en ont eu la nausée et qu'ils ont vomi. Comme on était toujours ensemble, on a fini par se haïr. Parfois, on n'arrivait même plus à se regarder en face. Donc, on fixait son regard sur quelque chose pour ne pas avoir à se regarder dans les yeux. Moi, par exemple, je regardais toujours la poignée du réfrigérateur. Mais au moins, avec eux, on savait à quoi s'en tenir. On avait partagé la même galère. Avec ces 3 oubliés de l'histoire spatiale, l'agence russe a ainsi étudié les moyens pour maintenir un travail d'équipe coûte que coûte lors d'une longue mission spatiale. Cette problématique est toujours centrale. Il n'y a pas et n'y aura jamais d'équipage idéal ou de personne idéale, comme il n'y aura jamais de cosmonaute idéal. Nous ne sommes pas des robots. On ne peut pas claquer la porte, décider de s'en aller et quitter le groupe pour trouver un autre job. Non. L'équipage est donc condamné à s'entendre à tout prix. Le mot « condamné » n'est peut-être pas très joli, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Plus de 400 astronautes ont séjourné dans les différentes stations orbitales, depuis la première d'entre elles lancée en 1971. Les critères de choix d'équipage pour des vols longs se sont affinés. Mais aujourd'hui, personne n'a de certitude sur la composition idéale d'un groupe allant vers Mars. Quand on dit aller plus loin dans l'espace, aujourd'hui, tout le monde pense donc à Mars. Sur Terre, quelques endroits présentent des similitudes avec la planète rouge. Des années d'intense activité volcanique ont ainsi donné à l'île de Lanzarote, dans les Canaries, une géologie martienne. Charles Frankel y vient souvent. Géologue, spécialiste de cette planète rouge dont il enseigne les particularités dans les universités américaines. Il est un membre incontournable de la Mars Society. L'association rassemble des astronautes, des scientifiques, des ingénieurs, des administrateurs du monde spatial. Tous militent pour un voyage vers Mars. Aller sur Mars, bien sûr, répond à notre désir profond d'exploration. Ça, c'est inscrit dans nos gènes. C'est pour ça qu'on a découvert l'Amérique, et qu'on a découvert d'autres planètes. Également, on aimerait connaître un peu nos origines, l'origine de la vie. Est-ce que c'est quelque chose de miraculeux qui s'est passé uniquement sur Terre, où il y avait une chance sur 1 milliard que ça se produise? Ou est-ce que c'est quelque chose, finalement, qui se passe assez naturellement?
Or, la planète la plus apte à nous donner un élément de réponse, déjà, c'est Mars. Parce que Mars a eu des conditions dans le passé, avec de l'eau liquide pendant un bon bout de temps, on a des traces de lacs. Il n'y a pas de raison que la vie n'y soit pas apparue. Peut-être qu'on trouvera le maillon manquant entre l'inerte, la matière uniquement minérale, et les premières cellules. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce miracle? Peut-être que Mars nous apportera la réponse. Mars fascine. Mais comment y envoyer des humains? Mars est une planète plus lointaine que la Terre du Soleil. Elle orbite à 220 millions et la Terre à 150 millions. Et elle fait le tour du Soleil, et la Terre aussi. Alors pour aller de la Terre à Mars, ce n'est pas une ligne droite. Il faut suivre une courbe, une orbite en fait. Si on calculait le nombre de kilomètres fait le long de la trajectoire, il y en a des centaines de millions de kilomètres. Donc Mars est 200 fois plus lointaine que la Lune. C'est un tout autre monde. Aujourd'hui, les calculs les plus optimistes pour rejoindre Mars et en revenir prévoient un voyage de 640 jours. 6 mois aller, 1 mois sur place, 15 mois au retour. Ces calculs reposent sur l'utilisation de fusées traditionnelles. Five, 4, 3, 2, 1. And liftoff. Actuellement, 2 projets à propulsion chimique existent. Le premier émane de la NASA. Il repose sur le SLS, le Space Launch System, un lanceur lourd, utilisable une seule fois, pouvant emmener 4 personnes et 50 tonnes vers Mars. Le second vient de SpaceX et d'Elon Musk. Toujours optimiste, il a proposé l'année 2024 pour commencer la colonisation de Mars. Il développe un lanceur et un vaisseau réutilisable pour réduire les coûts et multiplier les lancements. La révolution qu'il propose réside dans la réutilisation des différentes parties de la fusée. Mais en termes de propulsion, pour conquérir d'autres planètes, la révolution est ailleurs. Houston. Les ingénieurs d'Ad Astra Rocket Company testent leur moteur. Leur projet frise la science-fiction. Mais l'une des technologies sur laquelle il repose est bien connue. Le moteur plasma. Le moteur plasma est développé depuis longtemps. Il porte un gaz à très haute température et les atomes ainsi transformés sont ensuite accélérés grâce à un champ électromagnétique. La vitesse d'éjection en sortie de tuyère atteint 180 000 km/h et assure une poussée constante et continue. Ce type de propulsion est déjà utilisé pour des sondes et quelques satellites. Mais elle est très loin d'offrir la puissance pour déplacer un vaisseau spatial. Un homme travaille pour qu'il en soit autrement. Franklin Chang Diaz est physicien et astronaute. Celui qui a fait le plus de missions dans l'espace. 7 fois, il a décollé avec la navette américaine. La propulsion est un domaine sur lequel il œuvre depuis 40 ans. Et en 2015, d'après ses calculs, il a annoncé la possibilité d'un voyage vers Mars en 39 jours. Ce chiffre est correct. L'objectif est réalisable si on déploie une puissance suffisante. C'est ça la clé. Et c'est là que la propulsion basée sur l'électricité nucléaire entre en jeu. Un petit réacteur nucléaire couplé au moteur plasma pour apporter la puissance électrique nécessaire, voilà ce pourquoi milite Franklin Chang Diaz. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre au point un vaisseau spatial possédant toutes les caractéristiques des fusées à moteur plasma, mais avec beaucoup plus de puissance. Il s'agit en gros de construire un moteur spatial à haut rendement qui permettra de déplacer de très grosses structures
d'un point A à un point B. La volonté de Chang Diaz est de générer l'énergie électrique pour alimenter le moteur plasma avec une petite centrale nucléaire. Cela offrirait alors une autonomie totale que la propulsion chimique ne peut assurer. La propulsion chimique permettrait le décollage et la mise en orbite du vaisseau. La propulsion plasma alimentée par énergie nucléaire prendrait le relais et économiserait un temps considérable pour aller sur Mars. Cette technologie change la donne. Ça modifie la conception des missions, leur configuration, et ça résout une bonne partie des problèmes de survie de l'homme dans l'espace. Notamment tout ce qui touche à la physiologie et à l'adaptation du corps humain. Tout devient moins compliqué. Aujourd'hui, le temps est un facteur clé. Gagner quelques mois, et c'est autant de masse de nourriture économisée ou de dégradation physiologique en moins à compenser. Mars deviendrait alors bien plus accessible. « 62e jour à bord de l'ISS. Thomas Pesquet, Peggy Whitson, Shane Kimbrough sont dans la cupola. Un vaisseau de ravitaillement se distingue à l'horizon. Thomas est responsable de sa capture avec le bras robotique de la station, le Canadarm. La pression est forte. La manipulation, complexe, se fait sans problème. Le va-et-vient des cargos ponctue la vie de l'ISS. Ce va-et-vient régulier, cette assistance permanente de la station, fait que ces séjours orbitaux ne sont pas comparables à une mission vers Mars. Pour un jour y arriver, il faut améliorer l'autonomie dans l'espace. L'Université autonome de Barcelone abrite un trésor. Ces quelques salades sont aujourd'hui la partie la plus représentative d'un projet commencé il y a plus de 20 ans par l'Agence spatiale européenne. Le projet Melissa, ou comment créer un écosystème artificiel, une boucle fermée pour subvenir aux besoins des hommes dans l'espace. Pour aller sur Mars, ces besoins sont estimés à 30 tonnes. Christophe Lasseur dirige et coordonne ce programme unique au monde. Son objectif, réduire au maximum cette masse et retraiter la presque totalité des différents déchets. Aujourd'hui, la Station spatiale internationale, elle est à peu près à 500 km de la Terre, donc on transporte tout. On peut transporter l'oxygène, on peut transporter l'eau, on peut transporter la nourriture. Mais pour les missions futures, qu'elles soient en orbite lunaire ou qu'elles soient vers Mars, c'est plus possible. Et les masses d'eau, d'oxygène et de nourriture sont trop importantes pour les lanceurs. Donc il nous faut absolument recycler. Donc nous aussi, dans le spatial, on va parler d'économie circulaire. Donc ici, à Barcelone, vous avez différents compartiments d'une boucle complète. On va partir des déchets, on va les transformer progressivement et on va avoir un compartiment plantes et un compartiment algues qui, eux, vont être en charge de produire l'oxygène, la nourriture et l'eau. Le projet Melissa engage une centaine de chercheurs et une quinzaine de laboratoires en Europe. Mais son cœur est à Barcelone, où Francesc Godia essaie d'assembler ces différents compartiments. Notre compartiment principal est le compartiment vie dans lequel se trouve notre équipage. Et nous devons lui fournir tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse survivre. Cet équipage, dans notre laboratoire de recherche, n'est pas composé d'humains.
mais de quelques gros rats de laboratoire qui peuvent simuler la respiration d'une personne. En 2015, pour la première fois, des êtres vivants ont été introduits dans la boucle. Des premières estimations en découlent. Actuellement, dans ce compartiment, nous cultivons des laitues. Et en se basant sur les besoins en oxygène d'un être humain, nous estimons qu'environ 15 mètres carrés de culture hors sol sont suffisants pour produire l'oxygène indispensable à la respiration d'une personne. En revanche, pour alimenter un humain, nous ne pouvons pas utiliser seulement des laitues, mais un groupe d'une vingtaine de plantes avec lesquelles nous pourrions créer des repas beaucoup plus équilibrés et varier ainsi les menus tous les jours. Aujourd'hui, seuls 2 des 5 compartiments sont reliés. Chaque connexion amplifie la complexité globale de cet écosystème artificiel. La boucle est encore loin d'être bouclée. Mais des salades poussent déjà dans l'ISS. En juillet 2015, des astronautes mangeaient pour la première fois de la salade ayant poussé dans l'espace. Depuis plusieurs années maintenant, un programme de culture de végétaux existe dans l'ISS et les membres de l'expédition 5051, Thomas, Oleg et surtout Peggy Whitson, le poursuivent. Il est le programme scientifique favori des astronautes, à tel point que les chercheurs ont abandonné tout agenda et leur laissent le soin de s'occuper des plantes comme ils l'entendent. Ce petit morceau de nature, ce lien avec notre planète, sera essentiel pour les astronautes qui voyageront vers Mars. À bord de l'ISS, vue de la cupola, la Terre est omniprésente. Elle envahit le ciel. Les astronautes ne cessent de l'observer. Mais imaginent-ils, au cours de ces moments de contemplation, qu'un jour la Terre ne soit plus visible de leur vaisseau spatial? Peut-on simplement se projeter dans une telle situation? Comment les astronautes réagiront-ils quand la Terre ne sera même plus un point dans le noir de l'espace? Personne ne peut répondre avec certitude à cette question. Mais la vie de Charles Moss Duke compte un peu plus que les autres. À 80 ans passés, il reste l'un des derniers à avoir vu la Terre s'éloigner dans le noir du cosmos. C'était il y a 45 ans. Charlie Duke, mission Apollo 16, a posé son pied sur la Lune. Et ils sont rares dans l'histoire de l'humanité à avoir perdu de vue la Terre, puis l'avoir vue si petite. Quand on a vu la Terre pour la première fois, à environ 30 000 km, c'était d'une beauté à couper le souffle. Le bleu, le blanc, les bruns, les couleurs, le noir de l'espace. La Lune était là-bas. Et plus la Terre rapetissait, plus la Lune grossissait. Après avoir fait le tour de la Lune, l'émotion m'a inspiré 2 réflexions. La première, c'était « La Terre est vraiment magnifique. Quel spectacle exceptionnel. » Et la seconde, c'était « On est très loin de chez nous et j'espère que cet engin réussira à nous ramener. »
Mais celle qui prédominait, c'était vraiment la première. J'étais subjugué par la beauté de la Terre suspendue dans le noir. Elle était juste là et on pouvait même la cacher avec la main. Voir la Terre devenir un tout petit point bleu, ce sera sûrement un moment unique, mais ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. La cohésion de l'équipage et la motivation de chacun devraient l'emporter facilement sur le sentiment d'isolement. Car pendant que la Terre rapetissera, Mars grossira de plus en plus. Et on se dira, « Wow, on s'approche de notre objectif. » Mars est décidément dans toutes les têtes, même dans celles des héros qui ne la verront jamais. « 94e jour. Plus de 3 mois. Thomas, Oleg et Peggy ont déjà dépassé le milieu de leur mission et vécu l'expérience la plus forte que peut vivre aujourd'hui un astronaute. 13 janvier 2017, première sortie extravéhiculaire pour l'astronaute français Thomas Pesquet. Deux heures avant l'ouverture du sas de décompression, Thomas Pesquet et le commandant américain Shane Kimbrough sont prêts. Puis à 13h, les écoutilles s'ouvrent. Dès qu'ils franchissent le sas, la première sensation est une impression de chaleur et de lumière. Ils baissent directement leur visière dorée pour se protéger des rayons du soleil. Les mouvements sont moins stables que dans la piscine d'entraînement. Pendant quelques instants, il leur faut s'habituer au contexte. Puis la mission commence. Changer les batteries solaires. Photographier des parties de la station. Des impacts de débris spatiaux ou de micrométéorites apparaissent sur les hublots. Copy Thomas, we understand you got the pictures and we're coming back with some instructions for you. Des débris d'1 centimètre de diamètre peuvent causer des dégâts dramatiques pour une station lancée à 28 000 km/h. Mais aujourd'hui, ces rencontres ne sont pas ce qui préoccupe le plus les agences et les scientifiques pour un long voyage spatial. Le champ magnétique de la Terre nous protège au quotidien du flux de radiation provenant du fond de l'univers et des vents de particules éjectés par le Soleil. Ces magnifiques aurores boréales ne sont rien d'autre que la rencontre entre ces particules et notre atmosphère. Mais dans l'espace profond, il n'y a plus de champ magnétique terrestre pour servir de bouclier. Rome, agence spatiale italienne. Roberto Battiston la dirige. Il est physicien et il coordonne un projet de bouclier cosmique destiné à protéger les astronautes des radiations. Jusqu'à présent, ce problème n'a jamais été abordé vraiment sérieusement, puisque le champ magnétique, qui protège la Terre, maintient le rayonnement sur la station spatiale à un niveau acceptable.
Mais si on voyage dans l'espace profond, ce rayonnement sera multiplié par 3 ou 4. Et ça, on le sait, ça peut provoquer un risque non négligeable de tumeurs cancéreuses susceptibles de réduire la vie d'un astronaute de 5, 10 ou 15 ans, une fois revenu sur Terre. Si on voulait résoudre le problème des radiations cosmiques par une paroi isolante, il faudrait utiliser un matériau absorbant de 2 à 3 mètres d'épaisseur, comme de l'eau par exemple. Or, c'est absolument impossible. Ce serait beaucoup trop lourd pour un vaisseau spatial. De cette impossibilité est né le projet SR2S. L'idée est simple, créer un champ magnétique autour du vaisseau pour dévier les rayons, comme le fait le bouclier magnétique terrestre. L'idée est simple, mais l'application complexe. Pour réussir, il faut concevoir des aimants supraconducteurs, à la fois très puissants et très légers, efficaces à une température un peu au-dessus du zéro absolu. Par jour, un astronaute de l'ISS reçoit 60% de radiation en plus qu'une personne au niveau de la mer en un an. Mais cette quantité de radiation est jugée bénigne. Les radiations reçues lors du voyage vers Mars sont aujourd'hui considérées comme l'un des principaux problèmes d'une telle mission. Mais il en est un autre encore plus préoccupant. Atterrir. À ce jour, Mars est le cimetière d'une mission sur 3. Un des gros problèmes du vol martien, c'est atterrir, parce qu'on arrive rapidement, on arrive à 5-6 km par seconde dans l'atmosphère martienne, avec un véhicule très lourd. Pour le moment, on a posé 1 tonne sur Mars, on y arrive avec parachute, airbag, etc. Un module piloté, ça sera 30 tonnes qui va arriver. Et ça, on ne sait pas faire. Parce qu'il faut multiplier tout. Le bouclier thermique d'une petite sonde, elle fait 5 mètres de diamètre. Pour un véhicule de 30 tonnes, elle va faire 25 mètres de diamètre. On n'est pas capable de faire un truc de 25 mètres de diamètre pour le lancer dans l'espace avec une fusée depuis la Terre. Mais ça, c'est que le début. Parce que ça vous freine. Mais ça ne va pas vous freiner plus que Mach 2. Vous arrivez quand même à 2000 km/h avec ce freinage. Il faut une deuxième façon de freiner. Là, c'est les parachutes. Mais là aussi, l'atmosphère est tellement fine que les parachutes ne vont pas vous freiner beaucoup. Pour freiner 30 tonnes, il faut un parachute de 80 mètres de diamètre, c'est-à-dire un stade de football. Et c'est pas tout, parce que même le parachute ne vous freine pas suffisamment. Avec le parachute déployé, vous tombez quand même comme une pierre à 300 km/h. Et là, il faut des moteurs fusées à la fin. Et tout ça se passe en quelques minutes. Vous avez un seul problème, vous êtes mort. Donc tout ça, ça doit être parfaitement bien agencé. Et en fait, se poser sur Mars, c'est un jeu d'échecs. Vous avez plein de solutions possibles, plein de scénarios, plein de stratégies que vous pouvez façonner à votre guise. On verra laquelle on va choisir. Une fois qu'on sera sur Mars, on pense que la gravité, c'est 38% de ce qu'il y a sur Terre. Donc si on pèse 100 kg sur Terre, on pèse 38 kg sur Mars. On se dit, ça c'est une gravité suffisante pour que les muscles travaillent, pour que les os restent forts, etc. Mais on n'en sait rien, parce qu'on n'a jamais étudié à long terme comment un organisme s'adapte à 0,38 G. Donc de toute façon sur Mars, il faudra faire énormément d'exercices physiques, comme on en fait dans la station. Alors quand on ne sort pas sur le terrain, on fera énormément de musculation et de gymnastique à l'intérieur du module martien. Dans l'ISS, l'exercice physique est déjà le train-train quotidien de l'astronaute. Une activité aussi essentielle et routinière que manger ou dormir. Comme il flotte toute la journée, il n'utilise pas beaucoup de muscles, notamment ceux du dos et des cuisses. Ils sont donc obligés de faire 2 heures et demie de sport par jour pour limiter la perte osseuse
et la perte musculaire. Pour les astronautes, ces exercices indispensables sont aussi une manière de décompresser. Leur équipement préféré est l'ARED, une machine spécialement conçue pour qu'ils puissent faire des exercices musculaires en apesanteur. Elle a le grand avantage d'être face à la cupola. Aujourd'hui, les exercices maintiennent donc un bon niveau physique général pour le retour sur Terre et permettent d'être bien affûtés pour subir l'inconfort de leur scaphandre lors des sorties dans l'espace. Dans l'histoire spatiale, les scaphandres autonomes n'ont été utilisés que pour ces sorties extravéhiculaires et les missions lunaires du programme Apollo. Les scaphandres pesaient alors 90 kg, mais ce poids n'avait pas grande importance. En 1972, Charlie Duke tombe sur le sol. Ses mésaventures pour se redresser illustrent aussi bien la faible gravité de la Lune que la difficulté de se mouvoir dans un scaphandre. De mémoire, j'ai dû tomber 3 ou 4 fois, dont 2 ou 3 fois en avant. Mais j'ai réussi à me relever sans trop de problèmes. Une fois, je suis tombé sur le dos, et là, je me suis fait très peur parce que la partie arrière de ma combinaison n'était pas conçue pour encaisser les chocs. Pour moi, la combinaison spatiale idéale s'apparenterait à un gant qui vous maintiendrait tout le corps. Un peu comme une grosse chaussette, si vous voulez. Aucun homme, aucune femme ne mettra le pied sur Mars sans un nouveau scaphandre. La question de son ergonomie et de son poids est au cœur des réflexions, notamment au MIT à Boston. Jeffrey Hoffman est allé 5 fois dans l'espace. Il a réparé le célèbre télescope Hubble. Et au sein du laboratoire qu'il dirige, il a participé au développement d'une combinaison au principe révolutionnaire. When you're inside a traditional spacesuit, quand on porte une combinaison spatiale classique, il faut apprendre à se déplacer avec parce que c'est loin d'être naturel. Alors que la biosoute, c'est comme une seconde peau. Elle permet de bouger aussi facilement que si on était en manches courtes. Dans une combinaison classique, la pression nécessaire pour protéger l'astronaute du vide spatial est produite par un gaz. Dans la biosoute, elle est mécanique, grâce à l'élasticité du textile qui comprime le corps. Maintenant, imaginez que votre combinaison spatiale classique soit percée. Si vous avez un trou ici, le gaz contenu à l'intérieur va s'échapper. Alors que si vous faites un trou dans une biosoute, comme tout est élastique, elle va continuer à comprimer votre bras. Il suffira de prendre un autre morceau d'élastique, d'envelopper le trou avec pour que la fuite soit colmatée. Et vous pouvez y aller. Donc, en matière de sécurité, la biosoute présente vraiment de gros avantages par rapport à un scaphandre classique. La biosoute est encore un pari sur l'avenir. Et son laboratoire travaille aussi avec la NASA sur des scaphandres de conception plus classique. Sur Mars, les premiers astronautes n'auront que leur scaphandre pour survivre aux conditions offertes par la planète rouge. We confirm that mechanical connection is no longer eliminated. And stand by, Thomas. We're working an issue on the ground. 2 juin 2017, 196e et dernier jour dans l'ISS. Thomas Pesquet et Oleg Novitsky embrassent Peggy Whitson.
Elle reste 3 mois supplémentaires et devient ainsi la femme et l'astronaute de la NASA ayant le plus séjourné dans l'espace. Thomas et Oleg gagnent le Soyouz. Ils s'équipent pour le retour. Puis le sas se referme et la capsule se détache de la station. Dans 3h30, elle touche Terre. Timer is running. 5 seconds. We confirm that the maneuver is complete. Thank you so much. See you on the ground. Le Soyouz accomplit ensuite 2 révolutions autour de la Terre pour perdre de l'altitude et atteindre les couches denses de l'atmosphère. L'entrée est toujours délicate. La capsule passe de 28 000 à 800 km/h en 4 minutes. La température s'élève à plus de 1600 degrés. Il n'y a plus de communication avec la Terre. Comme toujours, depuis les premiers vols habités soviétiques, la capsule survole longuement les immenses plaines kazakhes avant de se poser, au hasard du vent. Посадка совершена. Подтверждено. Le Soyouz a rebondi et s'est couché sur le flanc. De cette position inconfortable, Oleg Novitsky est dégagé en premier. Puis c'est au tour de Thomas Pesquet. Ils redeviennent des terriens, mais des terriens un peu différents, qui ont vu et ressenti des choses que seules 500 personnes avant eux ont vues et ressenties. Et pendant ces 196 jours dans l'ISS, ils ont touché du doigt les limites et les promesses de la plus excitante aventure du XXIe siècle. Un voyage vers Mars.